décortiquer avec vous, avec l'aide des confrères invités, les faits saillants ayant marqué l'actualité de la semaine. Nous restons toujours, comme vous le comprendrez bien, sur la lancée de l'affaire Sweet Beauty ou de l'affaire Ousmane Sonko. Cette semaine, donc, l'Assemblée a mis un nouveau jalon, un nouveau pas, donc, vers la levée de l'immunité parlementaire de M. Ousmane Sonko. Une séance donc qui a été très très bouleversée avec donc l'opposition parlementaire qui a refusé, qui a boycotté selon elle donc cette commission ad hoc donc qui devait donc entendre le député Ousmane Sonko qui finalement n'a pas défait à la convocation de ses collègues de l'Assemblée. Il a été représenté par la députée Aïda Mbodj. Aujourd'hui, la semaine prochaine sans doute donc l'Assemblée sera encore convoquée en plénière pour discuter de cette affaire Ousmane Sonko pour lever l'immunité parlementaire du député. Cependant, la question actuellement, et qui a été d'ailleurs au centre des débats l'autre jour à l'Assemblée nationale, c'est la question ou l'équation X. L'Assemblée et les députés de l'opposition ont refusé, ont boycotté cette séance, la dernière fois, estimant que le député Ousmane Sonko n'était pas X et que donc il fallait nommément citer Ousmane Sonko pour effectivement lever son immunité parlementaire ou être entendu à la commission. Là, ça pose problème. Qui est X, qui ne l'est pas? Pourquoi X? Voilà une question qui sera certainement répondue et qui sera au cœur des débats la semaine prochaine lors de la plénière pour la levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko. Nous allons aussi évoquer un autre thème, si le temps nous le permet. Ce sera par rapport toujours à la Covid. Le président de la République, l'autre jour, en Conseil des ministres, a demandé au ministre du Travail et du Dialogue social de lui présenter un bilan après un an de la Covid, de l'apparition de la Covid au Sénégal, un bilan de la Covid dans les entreprises chez les travailleurs. Nous aurons donc le plaisir d'en discuter avec nos invités. Là, c'est M. Pathé Mbodj, il est journaliste formateur, directeur de publication du journal Le Devoir. Vous avez certainement l'habitude de le voir sur ce plateau. M. Mbodj, bonsoir. Bon, avec vous sur ce plateau aussi nous recevons un autre confrère, M. Abdoulaye Mbow, il s'appelle, lui aussi c'est un autre très connu des médias. Abdoulaye Mbow est journaliste à la CNTV. M. Mbow, bonsoir. Bonsoir à vous, Georges, un plaisir d'être sur le plateau et également un plaisir de partager le plateau avec un doyen à la plume parlante. Je veux parler justement de Pathé Mbodj. Alors, je commence avec vous, Abdoulaye Mbow. Alors, quelle lecture faites-vous de ce qui s'est passé l'autre jour à l'Assemblée nationale avec les députés de l'opposition lors de la mise en place de la commission ad hoc qui devait entendre le député Ousmane Sonko? Ces députés donc de l'opposition qui ont tout simplement boycotté selon leur dire. Alors, moi, je me dis qu'en réalité, compte tenu de ce qu'il s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale et par rapport à la mise en place de cette commission ad hoc, c'est ce que l'on constate dans le Parlement sénégalais depuis plusieurs législatures. Autrement dit, on a l'impression d'avoir toujours une majorité dominante, une majorité mécanique, pour reprendre le jargon populaire et même électronique, qui n'hésite pas à démontrer qu'en certaines occasions, qu'il faut aller dans le sens de montrer qu'en réalité, que la minorité ne représente absolument rien. La minorité également, elle cherche justement à bousculer la majorité pour au moins se faire entendre. Je crois bien que ça, au-delà de la communication, c'est également une démarche politique. Une démarche politique pour prouver justement aux Sénégalais que pour revenir justement au dossier qui a poussé à la mise en place de cette commission, autrement dit le dossier Ousmane Sonko, je me dis qu'en réalité, pourquoi autant d'empressement si l'on sait que la mise en place de cette commission, à mon avis, est une charrue qui est mise avant les bœufs. Parce que il y a une gestion par rapport à ce dossier, une gestion assez rapide de ce dossier et qui nous pousse à nous montrer qu'en réalité, mais quelle forme d'Assemblée nationale nous avons, mais surtout quels députés nous avons, autrement dit, quels représentants du peuple. Est-ce qu'il faut leur coller le titre d'honorabilité par rapport justement à la haute fonction que ces messieurs et dames et jeunes également occupent au niveau de l'hémicycle? C'est autant de questions, parce qu'il faut rappeler que depuis 2012, entre la 12e et la 13e législature, aujourd'hui, on a battu le record en termes de levée d'immunité parlementaire. Si on en revient au magistère du président Abdoulaye Wade, en dehors de l'affaire Moustapha Niasse en 2001, il n'y a eu que l'affaire Al-Khali Cissé, justement, qui a un tout petit peu... Vous êtes en train de dire peut-être que la levée de l'immunité parlementaire était banalisée finalement? Oui, ça donne l'impression d'être banalisé. Il faut impérativement que l'on puisse aller dans le fond des dossiers et non pas rester sur la forme des dossiers. Aller dans le fond des dossiers, c'est véritablement se donner du temps par rapport justement
aux informations idoines, pertinentes, objectives et complètes ou semi-complètes que nous devrions avoir par rapport au contenu et au contenant d'un quelque dossier poussant l'autorité concernée à demander la levée de l'immunité parlementaire d'un honorable député, parce qu'en réalité, c'est quelque part le dévêtir, c'est quelque part l'exposer, c'est quelque part piétiner le titre d'honorabilité par rapport justement à la fonction du député. Je me dis qu'en réalité, il faut savoir nous arrêter, que l'on soit de la majorité, que l'on soit de l'opposition ou que l'on soit du clan justement des non-inscrits, qu'on puisse prendre le temps de démontrer à la face justement du peuple qu'en réalité nous jouons notre rôle, et notre rôle c'est la représentation nationale, et qui dit représentation nationale dit forcément représentant du peuple par rapport aux missions qui leur sont dédiées, et ils sont élus au suffrage universel direct au même titre que le président de la République. Donc leur fonction est une fonction sacerdotale, leur fonction est une fonction pertinente par rapport justement à l'approche et au renforcement des acquis démocratiques, mais également au renforcement de la démocratie sénégalaise sous toutes ses formes et à tous les niveaux et à toutes les échelles. Je crois bien qu'il nous faut revenir à l'orthodoxie parlementaire, autrement dit, redonner à l'Assemblée nationale véritablement ses véritables lettres de noblesse. Doyen Patemboy, avez-vous été surpris par le comportement de l'opposition, l'attitude de l'opposition qui a boycotté au prétexte qu'elle n'a pas pu poser la question préjudicielle par rapport à cette affaire Sonko? Mais non, vous savez, comme dit Mbo, là, on a une assemblée d'une majorité qui écrase une minorité. C'est ça notre démocratie à nous, au niveau de l'Assemblée. Et heureusement d'ailleurs, parce que bon, aujourd'hui, l'Alliance pour la République peut dire qu'elle est un peu majoritaire, parce qu'elle était noyée au sein de ses alliés, donc au début c'était un peu plus lent. Aujourd'hui, elle a une majorité qui lui permet même de se passer aux besoins de ses alliés, parce qu'elle a plus que la moitié un peu plus importante. Et étant donné que l'opposition aussi est dans cette logique d'opposition aux besoins de boycott, donc l'Alliance pouvait, à elle toute seule, régler ce problème. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est moins la mise en cause d'un individu, quel que soit son statut, que la crédibilité d'un pouvoir qui tire sur une corde et qui est devenu usé. Le pouvoir n'a plus le crédit qu'il faut pour faire croire à un semblant. On discutera peut-être de la Covid et vous verrez sur le problème des vaccins, par exemple, que le doute de population est là. Ici, même si Sonko reconnaît s'être rendu quelque part, s'y être enfermé avec des individus, même si sur le plan des faits, un de ces individus est sorti, est allé quelque part porter plainte, l'exploitation de l'affaire paraît tellement grosse, l'empressement du pouvoir est tellement compréhensible par rapport à l'individu Sonko lui-même, que l'acte posé par le pouvoir n'aura aucun crédit. Pas seulement à l'Assemblée. Vous avez vu, c'est pas qu'à l'Assemblée on s'est battu. Vous avez vu ce qui s'est passé le 8 devant chez Sonko. Vous avez vu ce qui s'est passé hier à l'université. Et vous avez lu ce mot qui a attiré mon attention avant qu'on entre en salle, qu'aujourd'hui il y a un arrêté qui interdit la vente du carburant au détail. Ça veut dire que l'État lui-même anticipe sur une violence qui va s'exercer, peut-être parce que l'État sait que l'acte qu'il va poser n'aura pas de crédit auprès d'une certaine population et que cette population se révoltera. Ce n'est pas l'appel de Sonko qui est à l'origine de ce qui s'est fait le 8 devant chez lui. Ce n'est pas l'appel de Sonko d'aller voir quelques amis à l'université qui a fait sortir les étudiants. C'est l'absence de crédit, c'est l'absence d'autorité de l'État qui fait que les gens vont remettre en cause toute décision qu'il prendra. Ce qui se fait à l'Assemblée se fera dans la rue et se vérifiera la semaine prochaine aussi quand l'acte sera posé. Pour la séance plénière. Alors, Abdoulaye Mbow, est-ce que vous pensez que l'opposition a joué son rôle ou bien ne s'est-elle pas trompée en boycottant cette séance-là?
je crois bien que l'opposition aujourd'hui, lorsqu'on est déjà minoritaire et lorsqu'on se sent encore minorisé, je crois bien que c'est un réflexe spontané de montrer qu'en réalité, il y a quelque chose qui se passe et qui n'est pas normal. Oui, mais la politique de la chaise vide, est-ce qu'elle peut payer? Oui, c'est là où j'en venais. Mais quoi qu'il en soit, je me dis que dès l'instant que justement la procédure est lancée, dès l'instant qu'il y a eu la convocation de la conférence des présidents, dès l'instant qu'il y a eu débat autour justement de la mise sur pied d'une commission ad hoc chargée justement de pouvoir entendre et d'aller dans le sens d'entendre M. Ousmane Sonko, l'opposition pouvait justement en tout cas continuer les débats parce que le débat leur permettra au moins d'avoir en tout cas des réponses peut-être à nombre de questions qu'elle est en train de se poser. Vous savez, il y a le débat autour du X qui est X et je crois bien que le président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie, autrement dit le Parti démocratique et ses alliés, a eu à dire qu'il a posé en commission la question aux autres députés pour savoir qui était X et que les députés n'étaient pas en mesure de lui donner une réponse pertinente. Par la suite, nous avons entendu M. Abdoulaye Wilane, par ailleurs porte-parole du Parti socialiste, dire qu'en réalité, que l'autorité qui a saisi l'Assemblée nationale et qui n'est autre que le garde des Sceaux a bel et bien mis le nom de M. Ousmane Sonko. Quoi qu'il en soit, il y a énormément et beaucoup de zones d'ombre dans ce dossier et par rapport à la manière dont il a été diligenté au niveau de l'Assemblée nationale. Raison pour laquelle je dis, il faut que l'on, par rapport à la circonstance justement et à la coïncidence assez troublante de plusieurs faits, cela pousse l'opinion à se demander si réellement il n'y a pas des ramifications politiques, pour ne pas dire politiciennes, dans ce dossier. On reviendra. Dans ce dossier, dans la mesure où la célérité avec laquelle on gère souvent certains dossiers, s'ils concernent justement des ténors de l'opposition, nous pousse à nous dire qu'en réalité, attention, coïncidence troublante à nouveau. Parce que on a vu l'affaire Khalifa Sall. On a vu que la procédure a été bafouée d'amont en amont et par la suite, il y a eu une décision ou des décisions sorties de la Cour de justice de la Communauté économique des États d'Afrique, idem justement pour le cas Karim Wade. Donc, si aujourd'hui on se dit qu'en réalité il y a plusieurs choses qui se passent dans les landerneaux politiques sénégalais, même si par exemple il faut rappeler que l'affaire Sonko est une affaire civile et privée, en quelque sorte, ça il faut reconnaître cela, mais dans tous les cas, et forcément, il y a en tout cas une direction qui nous mène à des calculs politiciens, une direction qui nous mène à une observation politique, une direction qui nous mène à véritablement une analyse et un commentaire politique compte tenu justement des circonstances de fait. Et je crois bien que nous, qui sommes professionnels de l'information et de la communication, nous nous limitons aux faits, mais les faits nous poussent véritablement à les commenter et mieux les commenter. Merci. Alors, Doyen Pathé, alors, est-ce que l'autre jour, les députés se sont posé une question? Est-ce qu'ils ont, eux, le droit de lever l'unité parlementaire de leurs collègues sur la simple base d'une plainte contre X? Est-ce que c'est X-là peut poser problème, selon vous? Oui, Dido, c'est comme le disait Bachir l'autre jour, c'est une démarche voulue. Dans la mesure où des gens sont mis en cause dans un problème. Il y a une démarche que reconnaît la loi. Cette démarche n'est pas complète. C'est laquelle? La démarche au moins il est mis en cause. Eh ben, il a refusé de déférer. Il a refusé de déférer parce qu'il ne peut pas déférer. Il n'est pas un Beau ou bien un Pathé ou bien un Georges que la gendarmerie peut venir quérir au besoin. Il a un statut que lui reconnaît la loi. Ça veut dire, si je porte aujourd'hui plainte contre Georges et que Georges est député, on ne peut pas entendre Georges parce qu'il est député. Il faut demander la levée de l'immunité parlementaire de Georges pour que je puisse l'entendre. Mais l'ambiguïté de la loi fait que si on le désigne à ce stade précis de l'enquête, on fausse l'enquête. Ça veut dire qu'il est reconnu, avéré, qu'il a participé à un fait qui n'est pas encore prouvé. C'est ça l'ambiguïté de X. Et c'est ce qui fait que, au niveau de la majorité, on vous dira que ce X est désigné. Bon, oui. C'est vous qui avez dit que
Effectivement. Wilane a cité un nom. Oui. Cependant que du côté de l'opposition, On cherche encore X. C'est cette ambiguïté-là qui n'est pas levée, qui ne pourra jamais être levée à ce stade-ci de l'évolution, et justifier a fortiori la demande de l'immunité parce que X c'était quelqu'un qu'on n'a pas cité, ne peut pas aider à la compréhension du dossier. C'est les zones d'ombre que signale Justement, d'ailleurs, j'ai entendu un député dire qu'il a été très surpris. On a parlé tout à l'heure, la célérité avec laquelle cette enquête a été menée. Il disait que le juge d'instruction, c'est que la surprise, c'est que le juge d'instruction a été saisi la veille. Le lendemain, curieusement ou malheureusement, il a perdu son papa. Et comment se fait-il que dans ces conditions, il devrait quand même être dans l'émotion, dans la tristesse, qu'il puisse déposer un rapport qui a servi à concourir Ousmane Sonko. Un réquisitoire, il n'a pas besoin parfois même d'être là-bas. S'il a un bon service. La célérité a été autour des éléments portant sur un fait. La dame qui sort, on l'accueille, on l'amène quelque part, on lui suggère une démarche à faire. Ce sont ces faits-là qui posent problème. C'est pas le fait que Sonko reconnaît lui-même qu'il est allé là-bas. Sonko reconnaît lui-même que à ce niveau, il n'y a pas de problème. La seule ambiguïté, c'est l'accélération, pas seulement au niveau de la justice, mais à partir du 3 février, l'accélération des choses, jusqu'au moment où Sonko lui-même intervient par tweet, et jusqu'au 7 où il est obligé maintenant de faire sa déclaration. Ce sont ces éléments autour, je pense, qui font que il y a quelques difficultés à faire avaler les choses que, c'est le rythme normal de la justice, très lente quand elle s'occupe de certains dossiers. Quand elle le veut. Elle peut fonctionner à son rythme. Surtout que ce n'est pas dans tous les dossiers que l'on voit aujourd'hui un procès verbal de la section de recherche de la gendarmerie nationale, en tout cas devenu carrément viral dans pratiquement tous les réseaux sociaux. Ce n'est pas dans tous les dossiers que l'on voit un certificat médical compte tenu justement du secret autour du certificat médical qui aujourd'hui est devenu viral dans pratiquement tous les réseaux sociaux. C'est dommage parce qu'en réalité, quand on lit avec attention le contenu du procès verbal de la section de recherche et compte tenu des témoignages apportés par l'accusatrice et des témoignages apportés par les premiers témoins à avoir été entendus par la gendarmerie, je me dis qu'on aurait pu laisser le temps à la section recherche de mener carrément son travail à bout avant même d'aller dans le sens de saisir autrement justement le cabinet du juge d'instruction, autrement dit le 8e cabinet. Donc c'est cela en réalité qui pousse les Sénégalais, ou en tout cas beaucoup de Sénégalais, à se poser des questions autour de cette affaire. Que cherche-t-on dans cette affaire? Moi je ne disculpe pas M. Sonko, mais je n'accuse pas également la jeune fille, je ne la jette pas en pâture, mais dans tous les cas, un dossier a besoin de lecture compte tenu du déroulé et du déroulement des faits. Aujourd'hui les faits sont devenus têtus, le procès verbal est lu pratiquement par tous les Sénégalais. Maintenant c'est la confrontation par rapport à ce qu'a affirmé la jeune fille dans le procès verbal et par rapport à ce qu'a affirmé le certificat médical issu justement d'un médecin connu et qui se trouve au niveau de l'hôpital Idrissa Pouye. Je reviens avec vous, doyen Pathé Mbodji. Est-ce que l'équation X ne risque-t-elle pas de brouiller en tout cas cette affaire-là? Non, vous savez, X aussi se justifie. Quand un ou deux éléments sont cités dans un dossier sans qu'on puisse établir la responsabilité de l'un ou de l'autre. Oui. Quand il faut chercher, on cherche X. On peut aller jusqu'à la présidence de la République chercher X. X, c'est tous les Sénégalais. Mais l'avantage de X dans ce cas-là, c'est qu'il restreint la recherche au niveau des individus qui étaient dans un espace défini ou en dehors de cet espace. Il y a plusieurs acteurs qui ont été cités. Quels étaient leur rôle exact et leur attitude, ce n'est pas encore déterminé. On n'a pas entendu tout le monde, on a entendu la fille, on a vu les PV, et la fille n'étant pas la seule actrice
dans ce dossier, les autres doivent bénéficier du doute jusqu'au moment où ils seront identifiés. En attendant d'être identifiés, ils sont X. Alors, est-ce que, vous avez entendu Ousmane Sonko et ses partisans crier au complot. Est-ce que vous pensez que cela peut prospérer, cette thèse du complot contre un adversaire politique? Mais tout dépendra justement du travail attendu au niveau de la justice. Que la justice fasse son travail et objectivement et convenablement et refusant justement toute pression venant du dehors. Je crois bien qu'on parlait dans le sens de prouver si en réalité cette affaire est un complot. Maintenant, Ousmane Sonko et ses partisans et les membres de son parti ont bel et bien raison lorsqu'ils crient au complot, compte tenu justement de plusieurs éléments qui se sont passés. Et récemment, vous avez vu il y a quelques semaines, voire quelques mois, le communiqué du ministère de l'Intérieur menaçant Pastef de dissolution par rapport à son appel de front au niveau national et au niveau international. Il y a eu également l'accusation portée contre M. Ousmane Sonko dans le dossier Tullow Oil. Il y a également d'autres dossiers relativement à l'affaire Mamour Diallo et sur les 94 milliards qui aujourd'hui est classé sans suite. Il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui qui pourraient pousser M. Ousmane Sonko, tout comme ses partisans, tout comme ses sympathisants, à crier haut et fort que cette affaire n'est que pur complot. Parce qu'en réalité, Ousmane Sonko, dans sa première déclaration au lendemain de l'éclatement de cette affaire-là, a eu à dire face à la presse qu'en réalité, beaucoup d'amis, je rectifie dans sa page Facebook, que beaucoup, en tout cas de ses connaissances, beaucoup de ses amis lui avaient dit faites attention, M. Sonko, parce qu'un plan et un complot est en train d'être ourdi contre votre personne et on risque de vous tourner vers véritablement des affaires de mœurs. Est-ce vrai, est-ce faux? Mais dans tous les cas, l'avenir prochain nous édifiera. Mais ce que les Sénégalais demandent, c'est qu'en réalité, si c'est un complot, que ce complot soit démonté et montré à la face du monde. Et que s'il s'agit véritablement d'un acte commis, effectivement, je crois bien que M. Sonko c'est un justiciable comme tous les justiciables, mais dans tous les cas, il nous faut revenir également à la déclaration du président de la République au soir du 31 décembre, lorsque lui-même affirmait qu'il y a des citoyens qu'on ne peut pas emprisonner parce que ça pourrait créer des troubles à l'ordre public. Certains amis autour du parti de thé me disaient pourquoi le président n'inscrit pas Sonko justement dans ce lot de personnes qui ne peuvent pas arrêter. Donc c'est vous dire le niveau de dangerosité justement du débat et des propos tenus d'un camp, par un camp et par un autre camp. Mais quoi qu'il en soit, il nous faut nous dire que nous avons besoin d'apaisement à l'heure actuelle, Georges. Doyen, nous sommes encerclés, vous le savez, doyen Patemboj. Nous sommes en plein Covid-19. Nous sommes avec la grippe aviaire, nous sommes avec la fièvre jaune, nous sommes menacés par Ebola qui est aujourd'hui en Guinée, nous sommes menacés par la présence djihadiste qui aujourd'hui sévit au Mali, au Burkina Faso, au Tchad, au Niger, un peu partout. On n'a pas besoin d'en rajouter, quoi. Voilà, on n'a pas besoin d'en rajouter. L'essentiel, c'est de travailler pour avoir une justice équilibrée et non plus une justice à deux vitesses et aller dans le sens véritablement de permettre à la justice de faire normalement son travail dans tout autre dossier. Alors, doyen Mbodj, vous connaissez bien le président Abdoulaye Wade. Quand on parle de politique ou de pièges politiques, c'est un expert. Il en a vu de toutes les couleurs de toute façon. Quelle lecture avez-vous fait de son dernier communiqué sur l'affaire Sonko? Il parlait de complot et que Sonko a manqué de vigilance. Ah non, il a parlé de complot en dernière instance. Disons qu'il a surtout essayé de mettre Sonko de côté et de s'apitoyer sur le sort de quelqu'un qu'il a déjà enterré. Wade a déjà enterré Sonko. C'est un novice, il est naïf, il a un gros défaut que tout le monde connaît. Je pense que dans la situation actuelle, ce genre de jugement de valeur n'apporte pas une nouveauté au dossier et n'aide pas à éclairer le dossier parce qu'ils ne sont pas basés sur des faits, ils sont basés sur un jugement de valeur. Il est naïf, il est novice, il a un défaut que l'adversaire en face comprend. Et c'est seulement après qu'il a dit cela qu'il introduit la notion politique en mettant le PDS et non plus Wade. Le PDS va s'opposer à la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. Le PDS est contre cette affaire de qui. Mais lui, il a déjà donné son sentiment personnel. Et ça, c'est la lecture qu'on peut en faire. Ne pas oublier non plus que Wade
lui-même est dans une certaine ambiguïté entre l'opposition et le pouvoir. Il est en négociation, ça tout le monde le sait, pour le retour de son fils, et on avait même arrêté que le fils serait là au mois de juin. Donc véritablement, quand il y a un doute sur des activités que mènerait le pouvoir contre Sonko, il ne faut pas, je pense, attendre que Wade défende Sonko contre Macky. Vous êtes du même avis, Abdoulaye Mbow? Moi, je me dis que après avoir lu justement les propos de Maître Abdoulaye Wade, je disais que la nuance était flagrante. Parce que quand on lit de bout en bout justement la déclaration de Maître Abdoulaye Wade, il ne parle pas de viol, il ne parle pas du lieu justement, autrement dit, Sweet Beauty Spa, etc., etc. Donc je me dis que la notion de culpabilité doit être revue parce qu'ici on parle de viol présumé. Donc je me dis et que menace de mort. Oui, et menace de mort, je me dis qu'en réalité que c'était un grand-père qui parlait à son petit-fils. C'est un père qui parlait à son fils parce qu'en réalité, lui ayant dit à deux reprises, oui, il faudra faire très attention. Il faut rappeler, Wade a une fois dit à Ousmane Sonko que ces gens-là sont derrière toi et risquent de coller un motif pour t'arrêter. Si vous ne faites pas attention, vous risquez de vous retrouver en prison parce qu'en réalité, ils sont véritablement sur votre trace. Wade lui avait dit, même si vous devez voyager, accompagnez-vous par votre épouse. N'amenez pas une valise remplie d'habits, voyagez les menus, et lorsque vous verrez que votre chemise est sale, achetez une nouvelle chemise et jetez dans une poubelle la chemise que vous venez justement d'enlever. Donc, compte tenu de ces conseils donnés à Ousmane Sonko et compte tenu de cette erreur fatale, parce que quoi qu'on puisse dire, il a prêté le flanc en ayant justement un besoin spontané, un instinct justement d'un besoin instantané, raison peut-être qui l'ont poussé à se déplacer là-bas. Mais je me dis que moi, Wade, au contraire, il n'a pas en réalité mis en déroute Ousmane Sonko. Il a tout justement reconnu les erreurs qu'il a eu à commettre après lui avoir donné des conseils, parce qu'en réalité, encore une fois, la notion de culpabilité ici, c'est vu en deux phases. Ouais. Coupable de s'être rendu dans un lieu, mais également la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est qu'en réalité, peut-être que c'est sa présence physique qui a été exploitée par un adversaire, en tout cas, ou un ennemi, en tout cas, qu'il avait en face et qu'il ne voyait pas. Doyen Pathé, au rythme où vont les choses, les accusations fusent de partout, est-ce que vous ne craignez pas que M. Ousmane Sonko soit, en tout cas, ait un autre motif sur la tête? Non, au-delà de cette affaire de viol présumé ou de menace de mort. Appel à l'insurrection ou bien les autres trucs là ne peuvent pas prospérer dans le cadre de ce dossier-là. L'appel à l'instruction non, tout le monde demande tous les jours à résister contre l'injustice. Ça n'est pas appelé à l'insurrection. Levez-vous. Ni une atteinte à la sûreté de l'État non plus. Quelle sûreté? Il dit, bon, attendez, nous sommes devant un ennemi qui ne recule devant rien. Mais Wade avait commencé, quand il était dans l'opposition aussi, en disant la résistance à l'injustice est un droit. Aujourd'hui, moi, si je sens qu'il y a une injustice dans ce dossier, comme a fait Daouda Mine aujourd'hui, moi je dirais il faut s'opposer à toute décision que prendrait le pouvoir. Parce que je suis responsable de ma vie. Mais cette vie n'est valable qu'en fonction de la liberté des individus qui sont autour de moi. En fonction de leurs droits à eux aussi. Si j'estime que ces droits sont bafoués, si j'estime que les droits de Sonko sont bafoués, moi-même j'appellerai à la résistance. C'est un devoir civil. C'est une démarche normale quand on vit dans une société. Surtout que dans cette société, les gens se sont battus pour l'élargissement des libertés qui malheureusement depuis 2012 sont en train de s'effriter. Donc appeler à résister contre l'injustice, c'est très facile. Cette affaire, peut-elle, cette affaire de viol présumé, menace de mort, peut-elle glisser vers une atteinte à la sûreté de l'État ou, comme l'a dit le doyen tout à l'heure, appel à l'insurrection? Mais pourquoi justement appel à l'insurrection? Moi, j'ai toujours dit qu'il n'appartient pas aux médias sénégalais de dire que les propos de Sonko sont un appel à l'insurrection. Parce que nous ne sommes pas des professionnels du droit. Il appartient à la famille, justement, du droit, justement, d'aller dans le sens de mieux décortiquer les propos de Sonko, parce que chaque mot en droit, justement, a une signification
importante, une signification véritablement pertinente. Quand on dit appeler à la résistance, est-ce que c'est un appel à l'insurrection? Je crois bien que dans les cercles maoïstes-lénistes, on apprenait aux masses populaires ou ouvrières que lorsqu'une loi est injuste, c'est un devoir de désobéir. Confucius écrivait que l'autorité de l'empereur s'arrêtait à la haie de bambou du village. Je crois bien qu'il faut une interprétation lucide de propos pour véritablement indiquer si effectivement il s'agit d'un appel à l'insurrection ou véritablement d'atteinte à la sûreté de l'État. On les utilise ces termes-là. Ou bien une position de self-défense. Oui, position de self-défense. Vous vous rappelez justement de l'appel du président Macky Sall en son temps. Est-ce que c'était un appel à l'insurrection? Lorsqu'il disait que la résistance se fera dans la rue, j'invite les Sénégalais à me retrouver dans la rue. Est-ce que c'était un appel à l'insurrection? Lorsque Maître Abdoulaye Wade... Il n'avait pas été arrêté pour ça? Non, du tout. On ne l'a jamais même convoqué pour de tels propos. Et nous avons entendu à plusieurs reprises, au cours des différentes manifestations, du mouvement des forces vives de la nation du 23 juin. Nous avons vu plusieurs MC qui étaient bizarrement bavards et qui sont devenus subitement muets depuis 2012 et qui disaient sur les différents plateaux, à la place de l'Obélisque, à l'esplanade de Guédiawaye, un peu partout dans les différents départements du Sénégal, que nous vous appelons à résister, nous vous appelons à faire face. Est-ce que c'était un appel à l'insurrection? Quand on voit aujourd'hui les jeunes qui sont arrêtés de manière déferlante par rapport justement aux manifestations qui se sont tenues récemment. Il faut se souvenir des manifestations des émeutes de l'électricité du 27 juin 2011. C'est combien de maisons d'autorité au Sénégal qui avaient été incendiées? C'est combien de voitures de l'administration et de particuliers qui avaient été calcinées? C'est combien de blessés avait-on noté? Et c'est quel parti en son temps qui était dans l'opposition qui avait condamné de tels actes? Bien au contraire, qu'il s'agisse du Parti socialiste qui est actuellement dans le Bénin, qu'il s'agisse de l'Alliance des forces de progrès qui est dans le Bénin, qu'il s'agisse d'un pan de la LD qui est dans le Bénin ou du PIT, c'était pour demander à Wade, est-ce que vous avez vu le signal fort du peuple sénégalais? Est-ce que vous avez entendu l'appel du peuple sénégalais? Mais ce n'était pas des condamnations, en dehors des condamnations par rapport à ce qu'ils considéraient comme étant des violences policières. Mais dans tous les cas, la manifestation est consacrée par la Constitution, mais il faut également savoir qu'il n'est pas bon de casser, qu'il n'est pas bon de caillasser, qu'il n'est pas bon d'incendier, parce qu'en réalité, c'est des biens qui nous appartiennent en tant que Sénégalais ou des biens qui appartiennent à des privés sénégalais. Alors, Doyen Pathé, je reste toujours dans la même lancée que M. Abdoulaye Mbow. Est-ce que ces arrestations tous azimuts de Paul Sonko, vous en avez entendu? Est-ce que ces arrestations-là, il y en a beaucoup, on a même entendu que l'épouse de l'administrateur de PASTEF, je veux le nommer Biram Souley Diop, son épouse est actuellement entre les mains de la justice. Certains même disent que Biram serait recherché, mais il a démenti l'information lui-même sur sa page officielle Facebook, qu'il est chez lui, qu'il a une adresse, il a un numéro de téléphone, qu'il n'a jamais fui. Mais est-ce que ces arrestations tous azimuts ne balisent pas la voie vers effectivement des accusations de genre atteinte à la sûreté de l'État ou bien trouble à l'ordre public, puisque des autorités, il paraît qu'il y a une 50aine de plaintes qui ont été déposées dans les commissariats de police à la gendarmerie contre des pro-Ousmane Sonko. Une 50aine, je dis bien, certains évoquent des menaces de mort, d'autres parlent d'injures, d'autres parlent de destruction de biens, etc. Voilà, ça devient compliqué dans cette affaire-là. Georges, on ne vous a pas arrêté. On ne m'a pas arrêté, on n'a pas arrêté Mbow. Parce que nous ne sommes pas intervenus dans ce dossier. Ouais. S'il s'avère qu'un individu, dans l'exercice de ses fonctions, passe à Georges Déthié, le numéro de Macky Sall, pour que Georges Déthié appelle Macky Sall et les menaces de mort, ça ce sont des faits. Moi je m'en tiens à des faits. Est-ce que l'individu qui menace Mbow de mort est-ce que Mbow peut porter plainte? Que Georges m'a appelé, il m'a menacé de mort. On prend Georges, on lui demande est-ce que vous avez menacé Mbow? Il dit non, on fait une réquisition au niveau de la Sonatel. On se rend compte que effectivement tel jour vous avez appelé tel pour lui tenir certains propos. Mais il y a plus sérieux. Que si au niveau de la Sonatel, certaines personnalités sont en liste rouge ou liste noire,
et qu'un cadre de la Sonatel communique ses numéros, il est en faux vis-à-vis de l'éthique, de l'éthique. Il est en faux vis-à-vis de l'équité. Il est en faux vis-à-vis de la déontologie. Il est en faux vis-à-vis de la morale. C'est vrai que on a vu des premiers ministres, on a vu des responsables des domaines de l'impôt se servir de leurs informations pour attaquer et donner certaines informations. C'est immoral. Un cadre de la Sonatel n'a pas le droit de donner un numéro qui ne figure nulle part pour qu'on appelle. D'ailleurs, un ingénieur, je ne vous coupe pas, un ingénieur celui qu'on a arrêté. Donc, s'il y a une chaîne d'arrestation, c'est qu'il y a une chaîne d'actes qui ont été posés. Maintenant, ce qu'il faut souhaiter, c'est que les niveaux de responsabilité, l'intensité, parce que Mbo dit que nous ne sommes pas des juristes, nous pouvons rapporter qu'on a arrêté un tel parce qu'il a donné à quelqu'un qui a menacé. Ça, ce sont des faits. Maintenant, on verra quel est le niveau, l'intensité de la faute, la hauteur de la faute, pour que cette faute soit sanctionnée. Mais dans tous les cas, sur le plan de l'éthique, sur le plan de la déontologie, sur le plan de la morale, il y a eu des démarches depuis le 8 février qui sont à condamner au nom de la citoyenneté, pas au nom de l'État, au nom de mon droit à moi, si j'ai un numéro confidentiel logé à la Sonatel, que personne au niveau de la Sonatel ne donne ce numéro à Mbo pour que Mbo m'appelle et m'injurie. Ça, c'est j'ai une intégrité après. C'est une faute professionnelle très lourde, quoi qu'on puisse dire. Je suis parfaitement d'accord. Voilà, alors, Abdoulaye, vous savez, cette affaire-là devient très compliquée. J'ai parlé tantôt des arrestations tous azimuts, des numéros de téléphone qu'on échange. Alors, est-ce que vous ne craignez pas qu'on bascule vers un procès politique plutôt qu'un procès qui aurait dû concerner ou bien une simple affaire privée entre un citoyen et une citoyenne? Alors moi, personnellement, en tant que citoyen, pour reprendre les propos justement du doyen Pathé Mbodj, ce que je souhaite en tant que citoyen sénégalais, c'est qu'on en arrive à un procès qui concerne deux personnes, autrement dit une accusatrice et un accusé. Je crois bien que si on en arrive à cela, véritablement nous aurons sauvé, je dis bien, un pan important de notre démocratie. On peut arriver comme le souhaite... Mais on va même faire mieux. Ah oui. Comment faire mieux? On va faire comme avec des... Est-ce que vous êtes rassuré par rapport au compte tenu de ce qui se passe actuellement? Il n'y a pas de crainte. On va même faire comme DSK ou comme Trump. Parce que dans la situation actuelle, et ça je vais vous le dire en Wolof d'ailleurs, bu fekkee Sonko xamul fu ko Sénégal toll ak fu ko Sénégal teg, je crois que la justice pourrait, dans un souci d'apaisement, comme vous disiez tout à l'heure, rendre hommage à tous ces Sénégalais qui se battent au nom de liberté, qui ne se battent pas pour Sonko. Il faut que ce soit clair. Qui se battent au nom des libertés qu'un pouvoir est en train de bafouer. Je pense que la justice, je pense que la politique maintenant, le pouvoir politique, dans un souci d'apaisement, pourrait trouver un arrangement qui rende hommage aux Sénégalais qui aiment Sonko, qui rendent hommage aux Sénégalais qui n'aiment pas Sonko, mais qui aiment une tranquillité, qui rendent hommage aux voisins de Sonko, qui ont perdu leur véhicule, qui ont subi quelques dommages le 8 février dernier. Là, ce sera l'attitude d'un pouvoir responsable qui, depuis quelque temps, est en train, quoi qu'on dise, avec qui que ce soit, Mouba ou le Moubon, de chercher la paix. Voilà, on va avancer donc pour le deuxième thème dans ce débat. Il s'agit donc de la directive que le président de la République a donnée lors du dernier Conseil des ministres, à savoir donc il a demandé au ministre du Travail et du Dialogue social de lui présenter un rapport général sur la situation des travailleurs et des entreprises un an après l'apparition de la Covid au Sénégal. À Blamboy, c'est une bonne décision. Aujourd'hui, je vous rappelle, ou bien je signale tout de suite que le couvre-feu a été prolongé ici à Dakar et à Thiès d'un mois encore.
Est-ce que c'est une bonne décision de faire l'état des lieux? Oui, il est toujours bon de savoir faire l'état des lieux. Autrement dit, de s'arrêter et d'aller vers une évaluation, pourvu que l'évaluation soit exhaustive, compte tenu justement du fait que depuis la mise en branle du plan de résilience économique et sociale, avec 1000 milliards qui ont été décaissés, je crois bien que les Sénégalais aujourd'hui sont en train de se poser énormément de questions. Il y a le fonds force Covid-19 qui est là avec le général François Ndiaye et son équipe, mais vous avez tous entendu qu'il y a des ministres qui ont refusé de déposer sur la table du général, en tout cas, des reçus qui prouveraient l'utilisation, en tout cas, d'une 60aine de milliards ou d'une 20aine de milliards, peu importe. L'essentiel, c'est l'argent du contribuable et ce sont des Sénégalais qui avaient cotisé à coût de 5 000 francs, 2 millions, 2 milliards, de 500 millions, etc., afin que l'on aille dans le sens de pouvoir permettre, ou en tout cas d'aller dans le sens de soulager énormément de familles sénégalaises. Entre-temps, je rappelle que depuis le mois de mars 2019, nous vivons justement la pandémie à coronavirus. Mais doyen Patemboj, entre-temps, c'est beaucoup d'entreprises qui ont mis la clé sur le paillasson. Entre-temps, il y a énormément de... Et c'est là sûrement donc que le ministre du Travail et du Dialogue social va souligner cela dans son rapport, que les entreprises ont subi un plan... Nous l'espérons. Oui. Il y a eu un plan d'aide justement aux petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, sous la direction justement de la DPME. Mais quoi qu'il en soit, si vous voyez aujourd'hui le secteur du tourisme est fortement impacté, mais cela a des dégâts collatéraux par rapport aux nombreuses agences de voyage qui aujourd'hui, dont certaines ont mis la clé sur le paillasson et dont certaines véritablement courent, dont certains travailleurs courent derrière plusieurs mois d'arriérés de salaire. C'est combien de travailleurs sénégalais qui ont connu une réduction drastique justement de leur dû mensuel? C'est combien de Sénégalais qui aujourd'hui sont obligés de subir justement comment dire le chômage technique? Regardez les travailleurs de différents hôtels de la place, l'hôtel que ce soit tel hôtel ou tel autre, il y a énormément aujourd'hui de travailleurs qui sont obligés d'aller subir ce qu'on appelle le chômage technique. Je crois bien que c'est au fil des semaines, au fil des mois que le suivi devait être fait par le gouvernement et par le ministère de tutelle, parce que le président avait sorti et donné des directives claires par rapport justement au fait d'aller dans le sens de pouvoir sauver les emplois au Sénégal. Mais si on attend jusqu'à pareil moment, je crois bien que le ministre du Travail aura en tout cas un gros travail à faire parce qu'il y a énormément de chômeurs actuellement. Son rapport sera blindé, vous voulez dire. Alors, dans Pathé, donc un an après, ce n'est pas que les entreprises, même la vendeuse de cacahuètes au coin de la rue, elle a subi aussi en plein fouet cette affaire, des conséquences de la Covid. Moi, je vais vous donner la vision du sociologue. C'est-à-dire, il faudra au ministre de trouver beaucoup de psychologues pour véritablement parler, dégager pour le pouvoir en tout cas un discours pour parler aux populations. Parce que beaucoup auront des problèmes psychiques, auront des problèmes psychologiques à la sortie. Et nous sommes en train de mener une petite étude actuellement. Je pense qu'il faudrait peut-être retourner à Fann, voir un peu au niveau du service de Fann quels sont les maillons, parce que vous parlez de résilience, mais rester à la maison pose problème sur le plan mental. La première vague de confinement d'ailleurs a développé une certaine agressivité au niveau de la famille. La première vague de confinement a développé un certain selfishness, une certaine réserve. Les gens s'enferment de plus en plus. Et actuellement en France, l'étude qui est menée prouve que beaucoup auront besoin d'un suivi psychologique à l'issue à la sortie de suite, qui n'est pas pour demain, parce qu'une troisième vague se prépare, beaucoup plus dangereuse que la deuxième. Parce que l'impact d'une étude économique n'aurait de valeur que quand elle prend en considération l'homme dans son intégrité physique, morale et matérielle. Or, je pense qu'aujourd'hui, on parle seulement des entreprises qui ont fermé, et quand un président lui-même ne reçoit plus un courrier par papier, quand un président lui-même ne tient plus un conseil de ministres, mais peut aller se promener au Tchad, peut aller se promener au Niger, peut aller serrer la main de n'importe quel président,
sauf de ses concitoyens. Ce sont ces conséquences morales qu'il faudrait peut-être intégrer aussi. Vous voulez quoi, que le président se confine? Non, mais En tout cas, durant la première vague, oui, il avait en tout cas pris l'option de ne plus sortir du territoire national. Durant la première vague, été en contact non, avant même d'être considéré comme étant un cas contact, il avait également donné des directives au ministre, justement, membre de son gouvernement, d'éviter en tout cas tout déplacement hors du pays. Mais il faut se souvenir que lors du dernier forum sur la paix et la sécurité qui s'est tenu en France, la France venait d'entrer de plein fouet dans une deuxième vague beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus ravageuse, beaucoup plus contagieuse, et malgré tout, notre président s'était déplacé. À l'époque, je disais, attention, notre président est un cas contact potentiel, parce que actuellement la France, en tout cas, connaît une deuxième vague, en tout cas, très grave. Il a bel et bien raison. Lorsque le Conseil des ministres tient par visioconférence, c'est un signal fort que l'on donne indirectement aux populations pour leur dire, voyez, nous-mêmes, décideurs de la nation, nous sommes véritablement en confinement et nous tenons nos conseils par visioconférence. Si on impose aux Dakarois et aux Thiessois au point de proroger encore une fois le couvre-feu, je crois bien que la belle leçon et la bonne leçon devraient provenir de toutes nos autorités, parce qu'en réalité, ce n'est plus le ministre, ce n'est plus le français, mais c'est l'homo sénégalensis qui doit être mis au devant de la scène. Et pour le moment, nous avons besoin d'une phase de communication faite par des sociologues, faite par des socio-anthropologues, faite par des médecins, faite par des spécialistes en la matière, pour permettre aux Sénégalais de se dire qu'en réalité, c'est vrai que nous vivons la pandémie, mais fort heureusement, nous avons un général qui véritablement gère bien ses troupes. Le doyen parle d'une potentielle troisième vague, Dieu nous en préserve. Le vaccin est là, on l'a accueilli vraiment avec... Non, c'est pas une question de vaccin. Le vaccin a été accueilli d'ailleurs en grande pompe à l'aéroport Blaise. La prochaine fois qu'on nous enverra des girafes d'Afrique du Sud, il faudra aussi organiser la même cérémonie. Non. Ah bon, pourquoi? Le problème, c'est pas le vaccin. Le vaccin, c'est un... Bon, nous avons entendu ce matin le professeur français là, Raoul dit que le vaccin est un moyen. Le vaccin n'est pas une solution, c'est un moyen. La solution, c'est de ne pas tomber malade. Absolument. La solution, c'est de ne pas tomber malade. Ça, c'est grande solution. Oui, absolument. Alors, bon, le vaccin pourrait être vraiment la solution définitive pour enrayer ou bien stopper la propagation du virus. Compte tenu de notre population, nous pouvons espérer que le vaccin peut être incontournable et par rapport à la lutte contre la pandémie à coronavirus. Quand on voit Paris, par exemple, rien que la population de Paris dépasse la population du Sénégal. Oui, la population de Londres, idem. Donc, la concentration au kilomètre carré par habitant, mais c'est loin d'être la même chose dans nos pays respectifs, ici en Afrique et probablement au Sénégal. Donc, moi je me dis qu'aujourd'hui, il nous faut une bonne communication à l'échelle gouvernementale. Il faut que l'on sente cette solidarité gouvernementale par rapport à l'approche communicationnelle. Il nous faut une communication par rapport à une approche communautaire, en y impliquant les imams, par rapport à la cérémonie de vendredi, en y impliquant l'église, en y impliquant les présidents d'AEC, en y impliquant les Badjanogor, en y impliquant en tout cas tous les communautaires susceptibles de pouvoir dire justement aux Sénégalais lambda, attention, ce que l'on raconte dans les vaccins n'est que fake news, n'est que infox, n'est que intox, parce qu'en réalité, le monde entier est en train de se faire vacciner. Voyez-vous, l'Afrique du Sud a offert 1 million de doses justement du vaccin AstraZeneca à l'Union africaine, compte tenu de l'inefficacité de ce vaccin par rapport aux variants qui se trouvent en Afrique du Sud. Ils ont dû racheter d'autres vaccins Johnson & Johnson. Nous avons eu en tout cas 200 000 doses de la Chine, achetées ou offertes. Ça également, c'est une autre question, parce que la polémique en tout cas enfle sur la place publique. Nous avons également fait une commande de vaccins AstraZeneca. Est-ce qu'il faudrait impérativement faire comme l'Algérie qui a également, ou la Guinée qui a choisi le vaccin Sputnik 5? Donc, c'est autant de questions. Mais le président a dit l'autre jour, lors de l'accueil de ce fameux vaccin-là, de vraiment appeler aux Sénégalais à la tranquillité, à la sérénité et surtout au sérieux par rapport à la fiabilité de ce vaccin. Mais Raoul confirme qu'un vaccin est efficace à partir de 70% et que même
ce vaccin chinois, à 50%, il est efficace. Ah. Ça c'est au moins une bonne nouvelle. Oui, un vaccin par rapport aux spécialistes à 50%, c'est toujours un bon vaccin. Parce qu'il y a des normes au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, et pratiquement pour tous les vaccins, en tout cas sur le marché, et ce sont des vaccins qui ont fini d'atteindre la norme. La prolongation encore du couvre-feu pour un mois, une bonne décision? Non, la bonne décision aurait été de l'appliquer à tout le pays. Parce que... Oui, mais Georges. Tous les pays n'ont pas le même taux de positivité oui, aussi. Mais Georges, oui. Je suis sûr que ce soir vous irez dîner à Thiès. Comme tous les vendredis ou samedis, quand on va aller au Tropico. Mais après Thiès, vous irez à Diourbel. Et puisque nous sommes tous des porteurs potentiels, moi quand je me rends à Diourbel, je sors d'une zone confinée pour infester une zone non confinée. Le problème n'est pas tant de le limiter à Thiès et à Dakar. Parce que vous voyez que quand on a Louga, quand on a Mbour, je vous demande pourquoi on coupe dans les informations, on fait le distinguo entre Thiès et Mbour, alors que c'est la même région. Oui. Hein? Quand vous quittez Thiès, vous aurez Kaolack, Saint-Louis est de plus en plus fort, Dagana, Matam et Kaolack. Donc jusque dans la zone centrale. Limiter la lutte contre l'expansion du virus à Dakar et à Thiès est une aberration. Parce que moi, demain, j'irai à Saint-Louis et je suis porteur potentiel, même si je ne le manifeste pas. Qu'est-ce qui peut prouver que je n'aurais pas laissé le virus à Saint-Louis pour revenir à Dakar? Donc c'est pas une bonne décision. Oui, en tout cas aujourd'hui, plus que jamais, quand on voit le niveau de contamination, surtout celle-là issue de la transmission communautaire, on est en droit de nous poser des questions par rapport à l'efficacité de ce couvre-feu. Au début, je disais oui, il est bon justement d'instaurer un couvre-feu, mais au fil des semaines, il nous faut véritablement une autre analyse compte tenu de la situation pandémique. Quand on voit aujourd'hui Dakar et Thiès, ma foi, à la veille de la de l'instauration justement de la deuxième phase du couvre-feu, mais Kaolack et Touba avaient plus de cas communautaires que Dakar cumulés. Donc, cela veut dire qu'en réalité, au-delà des régions de Dakar et des régions de Thiès, aujourd'hui, il y a un autre bastion qui est Kaolack, un autre bastion qui est la région de Diourbel, et je crois bien qu'aujourd'hui, qu'il nous faut, comme l'a dit le doyen, instaurer le couvre-feu à l'échelle nationale, ou véritablement ne pas instaurer du tout le couvre-feu, parce qu'en réalité, on a essayé le confinement, le couvre-feu partiel, ça n'a pas en tout cas donné les résultats escomptés, mais nous espérons qu'avec la phase de lancement de la campagne de vaccination contre le Covid-19, nous irons en tout cas vers des proportions de contamination très faibles, pour ne pas dire aller dans le sens d'une éradication définitive du Covid-19. Mais il faudrait espérer, dans ce cas-là, que les photocopies soient exactes. Parce qu'au fond, le variant, qu'il soit brésilien, qu'il soit britannique ou sud-africain, c'est parce que la photocopie, quand le virus fait sa mue chez moi, il peut dégager des éléments qui ne figurent pas chez vous. Et c'est ça les variants. On dit variant parce que ça varie. Ça, c'est par rapport au vaccin ARN. Non, c'est au vaccin, c'est en fonction du virus. Quand nous étions enfants, il y a quelques années, le mercredi, on nous donnait 2 petites pilules de Nivaquine. Et après, on s'est rendu compte que les mouches qui nous piquaient recevaient aussi cette dose et développaient une dose. Mais c'est ça le variant, d'immunité. Donc l'immunité que j'ai ne marche plus. Parce que la mouche a développé un poison un peu plus fort que l'immunité que j'ai. Au niveau des variants, c'est à peu près comme ça. La photocopie, quand le virus mue, il ne mue pas parfaitement. C'est comme quand on fait une photocopie sur le plan de l'impression, par exemple, on va vous dire vous perdez 5 ou 10% par photocopie.
C'est ça la multiplication. Et puis, c'est vrai que nous avons le variant sud-africain, le variant britannique et le variant brésilien, mais nous avons le variant sénégalais. Oui. Il ne faut pas l'oublier. Moi, ce que j'appelle variant sénégalais, c'est par rapport justement, c'est par rapport à notre attitude réfractaire, par rapport à ce qui nous est offert comme probable solution, par rapport justement, pour mieux faire face justement au virus. C'est par rapport à notre comportement de tous les jours. Quant à l'organisation des cérémonies qui aujourd'hui sont les gens, quoi qu'on puisse dire, que ce soit dans Dakar, oui, etc. C'est au non-respect du protocole sanitaire. Vous avez vu aujourd'hui la polémique qui enfle autour des différentes centrales syndicales de l'enseignement, et par rapport au ministère de l'Éducation, suite aux propos tenus par M. Damdoy du QSEM, affirmant qu'il y a eu 20 professeurs décédés du Covid-19. Donc il y a un variant sénégalais, et ce variant, il est comportemental. Donc il nous faut changer d'attitude et pour mieux nous adapter, et par rapport à ce qui nous est proposé sur le plan mondial. Et ma foi, nous avons vu d'autres vaccins qui sont des vaccins ARN, alors que le vaccin russe, à mon avis, oui, Sputnik, c'est l'ancienne formule, l'affaiblissement du microbe. Maintenant, le débat, c'est autour justement de cela entre les scientifiques. Mais quoi qu'il en soit, il y a la revue Lancet, qui est une revue, en tout cas scientifique mondiale très connue, qui reconnaît l'efficacité justement du vaccin Sputnik 5. Mais qui quand même parfois là verse dans la pusillanimité. Vous avez vu la polémique avec le docteur Raoul au tout début. La Lancet même avait été mise à contribution pour le discréditer, le professeur Raoul. Tout à fait. Donc la scientificité ou la rigueur scientifique